il n'y a rien de plus puissant finalement que de s'enrichir et de se créer du patrimoine avec l'argent prêté par la banque. Ouais. Et c'est vrai que forcément, quand on dit crédit, on pense endettement parce que crédit pour acheter une maison, un appartement. Si on peut s'endetter, pour moi, c'est plus une opportunité que, au contraire, comme beaucoup de gens le pensent, un frein ou alors de l'endettement et donc quelque chose de négatif. Qu'est-ce qui rassure la banque et qui peut faire le petit levier aussi pour finalement accorder le crédit? Cette protection de la famille, de transmission, qui est beaucoup plus fort quand il a recours au crédit, plutôt que d'avoir investi en cash dans cette maison. Et il transmet aussi, s'il lui arrive quelque chose demain, il transmet aussi beaucoup plus à sa fille. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Patrimoine. On est vraiment ravis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube et les plateformes de podcast. Donc vraiment un grand merci à vous. Aujourd'hui, nouveau thème, on va parler du crédit. Et souvent, on se dit, qui dit crédit, dit endettement auprès de la banque. Eh bien, pas du tout. On va voir comment, en faisant un crédit, on peut aussi faire de l'argent. En tout cas, c'est ce que va nous expliquer Mathilde Perrier, donc, qui est conseillère indépendante en gestion de patrimoine au sein du réseau Innovea. Bonjour Mathilde. Bonjour Gwenaëlle. Ravie de t'accueillir dans cette émission. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Mathilde Perrier, j'ai 30 ans. Je suis d'origine bretonne, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter dans le joli département de l'Aveyron. Et aujourd'hui, je suis conseillère à mon compte, donc en investissement financier au sein du réseau Innovea. Depuis combien de temps tu fais ce métier? J'ai pris un poste, j'ai exercé le métier de conseillère patrimoniale pendant à peu près 5 ans au sein d'une banque. Et puis après, j'ai pris mon envol et j'ai lancé le cabinet en 2024. Et dans ta famille, on était déjà un peu dans cet univers-là de la banque, de la gestion, de l'assurance? Pas du tout. Pas du tout. Dans ma famille, moi j'ai ma maman qui est aide-soignante, donc fonctionnaire, et j'ai mon papa qui est gendarme, donc militaire. Pas du tout dans ce domaine de la finance, pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat non plus. Donc, Bon, et est-ce qu'ils te demandent des conseils maintenant? Oui, évidemment. Ils en profitent. Ils ont bien raison. Alors avec toi, on va parler crédit. En tout cas, c'est le thème de cette émission. Et c'est vrai que forcément, quand on dit crédit, on pense endettement parce que crédit pour acheter une maison, un appartement. Et pour autant, ce n'est pas de ça véritablement dont on va parler. Pour toi, c'est plutôt une opportunité. Alors, explique-nous déjà concrètement, qu'est-ce que tu mets derrière ce terme? Alors, le crédit, c'est une opportunité parce qu'en fait, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a rien de plus puissant finalement que de s'enrichir et de se créer du patrimoine avec l'argent prêté par la banque. Ouais, l'argent des autres en fait, l'argent de la banque. C'est ça, un petit peu plutôt qu'avec seulement son propre argent. Et en fait, comme je l'explique très simplement en rendez-vous avec les personnes que j'accompagne, si tu veux, pour s'enrichir, globalement, il y a 4 leviers pour se créer du patrimoine. D'accord. Le levier de l'épargne, combien tu peux mettre de côté tous les mois, ou quelle est l'épargne que tu as, que tu peux placer. Le deuxième levier, celui des revenus locatifs. Tu fais un investissement dans l'immobilier que tu loues et tu as les loyers qui tombent. Voilà, te permet de t'enrichir. Le levier fiscal aussi, tu peux faire un investissement qui te permet de payer moins d'impôts, qui te permet cette optimisation fiscale. Et le quatrième levier, c'est donc le levier du crédit. Et à chaque fois, j'explique ça très simplement, c'est-à-dire que en fait, c'est très puissant. Plutôt que d'utiliser simplement que les liquidités que tu as sur ton compte, et bien avec ce levier du crédit et ce prêt de la banque, tu vas pouvoir t'enrichir encore plus. Donc après, évidemment, il y a toute une analyse, il faut respecter certains critères, mais si on peut s'endetter, pour moi, c'est plus une opportunité que, au contraire, comme beaucoup de gens le pensent, un frein ou alors de l'endettement et donc quelque chose de négatif. Oui. Et alors en fait, ce qui est un peu drôle dans ce que tu dis, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce d'inversion des valeurs. En général, on se dit, bon ben voilà, la banque fait de l'argent avec notre argent à nous finalement. Ouais. C'est ça, hein. On sait que quand on leur donne de l'argent, en général, ils l'utilisent pour autre chose et pour le placer. Ouais. Et là, finalement, tu es en train de me raconter l'inverse. C'est-à-dire, en gros, et si finalement, on prenait de l'argent à la banque pour nous, finalement, s'enrichir. Ouais, il faut absolument faire ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour ensuite vraiment en voir l'intérêt derrière. Ouais. Toi, tu perçois comme ça maintenant le crédit, mais j'imagine qu'au tout début, quand tu as fait tes études,
Tu devais avoir la même vision que nous, non? Ouais, j'avais la même vision et j'ai vraiment découvert ce levier du crédit sur le tard finalement, pendant mes études, pendant mon alternance, quand j'ai dû commencer à monter des dossiers de prêt. Mais même après, quand je repense à mon enfance ou même à des situations ou des projets de mes parents ou de mes proches, j'ai jamais été aux premières loges d'un dossier de crédit, d'un projet où ça s'est bien ou même mal passé. Donc j'ai vraiment découvert ça après sur le tard. Ouais. Mais je me dis, là, je ne peux pas arriver comme ça devant ma banque et dire, bon ben voilà, est-ce que vous pourriez me faire un petit crédit de 30 ou 40 000 euros? Je ne peux pas leur dire, c'est pour m'enrichir. Ils vont forcément me prêter de l'argent pour faire quelque chose et pour faire un placement. Donc, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, la banque va forcément analyser ta situation. Et je dirais même qu'au préalable, toi, il faut que tu définisses pourquoi tu fais un crédit. Donc ça, c'est super important pour éviter d'avoir un crédit qui serait inapproprié. Mais une fois que tu as défini le pourquoi, pourquoi avoir un crédit, ensuite, effectivement, il y a toute une analyse. La banque va regarder un petit peu ta situation sur tous les plans. Elle va regarder ta situation familiale, si tu es marié ou si tu es seul, si tu as des enfants. Ensuite, elle va regarder ta situation professionnelle, quel statut tu as, parce que ça, c'est super important. Si tu es en CDI, si tu es en CDD, contractuel, c'est des petites subtilités. Si tu es gérante d'une entreprise ou autre. Elle va regarder ta situation budgétaire et financière, combien tu gagnes, combien tu dépenses. Et elle va si je suis dans le rouge à la fin du mois. Exactement, elle va analyser tout ça. Et elle va aussi regarder le patrimoine que tu as déjà construit. Elle ne va pas partir de zéro. Il y a peut-être aussi des choses que tu as déjà faites. Et elle va regarder si tu as déjà du patrimoine immobilier, quelle est l'épargne que tu as, quelle est l'épargne que tu peux injecter peut-être dans ce projet. Et puis, toute cette analyse ensuite permet d'apprécier vraiment ton projet dans sa globalité et ensuite de pouvoir déterminer si la banque veut te prêter. Et on parle souvent aussi de 33%, de ne pas dépasser finalement un taux d'endettement de 33%. Ça, c'est une mythe ou réalité? Alors, c'est une réalité, mais ça a augmenté de 2% depuis peu, donc c'est 35%. Ça fait longtemps que je n'ai pas emprunté. Donc c'est pas un mythe, effectivement, tu as cette règle à respecter. La banque ne peut pas te prêter plus que 35% de tes revenus. D'où cette analyse de toute Oui, parce qu'après, ils considèrent que ça te met aussi en danger, ça les met aussi en danger par rapport à ça, quoi. Ouais, faut éviter de se surendetter et donc il faut respecter cette règle-là. Ouais. Mais concrètement, je peux aller auprès de la banque, dire voilà, j'aurais envie de faire un emprunt, un crédit, et que ça soit pour faire des placements autres que immobilier, c'est-à-dire est-ce que je peux emprunter de l'argent pour faire en effet un placement qui serait plutôt financier? Oui, tu peux le dire comme ça? En fait, si tu veux, il y a plusieurs crédits, donc il y a plusieurs typologies de crédits. Ça peut être pour acheter de la pierre, ça peut être pour être un investissement financier. Il y a vraiment plusieurs. Oui, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on dit crédit, mais en fait, c'est quoi les différentes typologies de crédits possibles? Tu peux avoir du crédit immobilier pour acheter de la pierre. Tu peux avoir du crédit à la consommation. Ça, c'est le truc classique. Financer ta voiture, financer les études de ton enfant et donc du coup faire un prêt étudiant. Nous, on utilise souvent aussi un mix entre les deux, qui est ce qu'on appelle un crédit à la consommation affecté. Ça veut dire quoi? En fait, c'est vraiment quelque chose qui permet de financer un projet vraiment spécifique. Exemple des SCPI qui est de la pierre papier. Donc c'est vraiment une forme d'investissement qui permet de faire un investissement locatif, mais sans s'embêter avec toute la gestion. Et donc pour ça, nous, on a la possibilité d'octroyer plutôt un crédit conso affecté. Après, tu peux avoir aussi tout ce qui est crédit professionnel pour acheter une entreprise, créer ton activité. Donc oui, il y a plusieurs typologies de crédit. Ouais. Oui, et pas uniquement en effet celui qu'on imagine, celui de s'endetter pour acheter un bien immobilier. Alors pour qu'on soit très très concret, est-ce que tu pourrais me donner un exemple réussi où le crédit en effet a été vraiment un levier important pour s'enrichir? Et après, je te demanderai une erreur. Ou un cas pas très très réussi? Alors, je préfère commencer par le négatif et finir par la bonne note, si ça te va. Ça me va, vas-y, fais comme tu veux. Peut-être que... Alors, c'est pas forcément une erreur, mais c'est peut-être
un moment où j'ai peut-être manqué de pédagogie, où j'avais proposé une solution à crédit pour une personne, pour un client, et où il avait trop de freins, trop de craintes sur le crédit. Il percevait le crédit, comme tu l'as dit, comme quelque chose vraiment de, voilà, c'était de l'endettement, c'était quelque chose de négatif, bah oui, négatif, beaucoup de paperasse, etc. Et j'ai pas réussi à lui lever ces freins. Donc, on a fait quand même quelque chose. On a mis en place une solution qui lui permet d'atteindre son objectif, mais pas autant que si il avait eu recours au crédit pour ça. Donc, c'est pas une erreur, c'est juste que c'est dommage. Il y avait un frein culturel quand même dans ce que tu dis. Oui, mais ça, après, c'est mon rôle aussi d'apporter avec beaucoup de pédagogie, en fait, de vraiment lui montrer que c'est intéressant pour lui, que c'est vraiment dans son intérêt. Mais après, je me dis que c'est pas grave, des fois, c'est pas le bon timing, des fois, il y a d'autres projets, on priorise d'autres choses, et ça veut pas dire qu'il aura jamais recours au crédit. Oui. C'est juste que là, dans le cas dont tu parles, c'est que ça n'a pas eu l'effet de levier tant escompté, quoi. C'est surtout ça. Ouais, mais après, il va quand même pouvoir atteindre son objectif, mais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant pour lui d'avoir ce crédit. Mais c'est pas grave, je me dis qu'il écoutera ce podcast et du coup, ça remettra une petite graine et il reviendra vers moi après. Et par contre, tu as réussi, quelque chose où tu te dis, ah ouais, là, ça a bien marché, là, je suis contente, quoi. Je suis contente pour les gens et pour toi. Ouais, j'ai une anecdote en tête qui est assez sympa. En fait, j'ai proposé un crédit pour un couple de clients. À la base, comme je te disais, c'est super important de définir l'objectif du pourquoi tu fais un crédit. Et pour ce couple de clients, l'objectif, il était assez flou. C'était juste de se dire, OK, je veux des revenus complémentaires à mes 50 ans. On voudra profiter de la vie. Et donc, on fait ce crédit. Et en fait, on monte le dossier, ça suit son cours. Et puis, au moment d'avoir les fonds de la banque et de réellement investir dans la solution d'investissement, il s'avère que madame m'annonce qu'elle est enceinte. Et donc, finalement, on se dit, le crédit va réellement servir à quelque chose. Parce que dans 20 ans, leur enfant qui vient de naître sera certainement en études ou aura peut-être besoin d'un petit revenu complémentaire pour les études ou autre chose. Et donc, du coup, ça donne un peu plus de sens finalement. Et c'est chouette. Bah oui, du coup, et puis preuve aussi d'adaptation par rapport à la vie des clients. Je voulais te donner un chiffre. Selon donc, une étude de l'Observatoire des crédits aux ménages, 42% des Français ont un crédit. Donc ça veut dire qu'ils osent ou ils ont besoin. Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Pour toi, quel est le meilleur moment pour souscrire un crédit? Meilleur moment ou meilleure raison? Meilleur moment ou meilleure raison, en fait, le plus tôt possible, je dirais, parce que, comme tu as compris, par exemple, un crédit immobilier, on s'engage sur du long. Ouais. On ne va pas faire un crédit immobilier pour acheter une maison sur 5 ou 10 ans. Donc, c'est sûr que plus on a du temps devant soi, mieux c'est. Maintenant, on peut aussi avoir un crédit à la retraite. On respecte les 35%. Les banques, des fois, ont cette petite contrainte de se dire, OK, la fin du prêt doit arriver à leurs 70-80 ans. Mais après, sinon, il n'y a pas réellement de moment spécifique, mais c'est sûr que le plus tôt possible est le mieux. Avec un vrai objectif bien défini, j'imagine. Tout à fait. Aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut toujours négocier son taux? Ça, c'est vrai que, parce que ça joue quand même, la question du taux d'emprunt auprès des banques. Taux d'emprunt, ça dépend des crédits. Si on reprend la liste un peu des crédits que je t'ai fait tout à l'heure, un crédit immobilier, oui, ça peut se négocier. Crédit à la conso, un petit peu. Ouais, quand même. Tout dépend un petit peu, peut-être une petite marge. Tout à l'heure, je te parlais plus des crédits conso affectés. Oui. Comme c'est quelque chose qui est vraiment spécifique pour une solution, celui-ci, il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Mais globalement, après, sur un crédit immobilier classique, en fait, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on demande à négocier, mais il faut aussi pouvoir donner autre chose en échange. Avec la banque. Qu'est-ce que tu dirais, toi, tes clients, pour qu'ils préparent le meilleur dossier possible? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des critères quand même qui sont vraiment vus par la banque. Qu'est-ce qui rassure la banque et qui peut faire le petit levier aussi pour finalement accorder le crédit? D'avoir un bon dossier, pour moi, c'est d'avoir finalement
des relevés de compte qui soient quand même assez clean, d'avoir une bonne gestion de budget, d'avoir, si possible, pu épargner par le passé et donc d'arriver au moment où on a ce projet, d'avoir aussi un patrimoine qui soit solide à la base pour se dire « Ok, j'ai ce patrimoine-là, j'ai ce nouveau projet, je veux un crédit ». Mais je ne vais pas non plus mettre toutes mes économies dans ce projet. Je vais avoir la possibilité d'avoir un peu d'épargne résiduelle après ce projet. Donc, d'avoir un peu les reins solides, de ne pas arriver complètement... je vais tout... Et de montrer aussi du sérieux dans ce que tu dis quand même. Ouais. Faut avoir quand même, en effet, un dossier. C'est important parce que finalement, la banque, elle analyse, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, elle a un gros travail d'analyse sur... est-ce que je prête ou pas à cette personne. Donc, plus le dossier est carré, plus on a une gestion de budget qui est carrée et plus on va montrer patte blanche, plus on aura du coup un octroi facile du crédit. Ouais. Voire même une somme aussi plus conséquente. Est-ce qu'il y a quand même, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il y a des risques finalement à s'engager dans un crédit? Parce que tout le monde se dit « Ah mais si j'arrive pas à rembourser ?» Finalement, la durée, je dirais que la durée d'emprunt, tu vois, un crédit immobilier, finalement, en moyenne, c'est 20-25 ans. Ouais. Enfin, c'est ce qui est préconisé. Il y a des personnes qui veulent emprunter sur plus courte durée, mais c'est préconisé d'investir sur 20-25 ans. En fait, on ne sait pas forcément de quoi est fait l'avenir. Ben oui. Mais c'est pour ça que des fois, on a peur. Non, non, mais c'est sûr qu'on peut avoir peur. La banque peut avoir peur de prêter cette somme d'argent. L'emprunteur peut aussi avoir peur de se dire est-ce que je vais réussir à payer pendant 20 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a ce gros travail du banquier sur cette analyse. C'est vraiment son appréciation générale qui va compter. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je peux très bien me baser sur une analyse de quelqu'un qui est ingénieur, qui gagne très bien sa vie, qui est en CDI. Me baser sur ses 3 derniers bulletins de salaire, il a un patrimoine solide, ok, je lui prête pour sa résidence principale. Et puis demain, finalement, il décide de démissionner, de créer son potager et de devenir vendeur de légumes. En fait, on ne sait pas, une reconversion, un changement d'activité. Un coup dur dans la vie aussi, des fois, des divorces, des pertes d'emploi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des possibilités quand même de modulation de pouvoir, par rapport au crédit, faire qu'on lâche un petit peu la bride, quoi. Heureusement qu'il y a ces possibilités de modulation. Alors après, je vais mesurer mon propos. Il y a des possibilités de modulation, mais il faut vérifier dans les offres, dans le contrat de crédit. D'accord. Dès le départ, et puis même pour les personnes qui nous écoutent, de vérifier selon la banque avec qui ils ont eu leur crédit, quelles sont un petit peu les conditions de modulation. Par exemple, en mars 2020, on a été confinés. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage partiel. Là, typiquement, c'est un cas où malheureusement, on ne s'y attendait pas et on gagne beaucoup moins que ce qui était prévu. Et dans ce cas de figure, il y a la possibilité, par exemple, de moduler ton échéance de prêt, donc le montant que tu payes tous les mois, tu peux moduler à la baisse ou à la hausse. Ça dépend des banques, ça dépend des contrats de prêt. Tu peux moduler par exemple en stoppant aussi. Alors, tu ne peux pas stopper l'intégralité de ta mensualité de crédit. Dans une mensualité, en fait, il y a trois plans. Il y a le capital vraiment que tu payes tous les mois, un peu d'intérêt et un peu d'assurance. D'accord. Les intérêts et l'assurance, tu continues toujours de les payer, mais par contre, tu stoppes le capital pendant une petite durée. Ce qui est quand même la partie la plus importante. Qui est la partie la plus grosse finalement de cette mensualité. Mais du coup, dans une période où la personne est au chômage partiel, ça peut lui permettre, cette modulation, d'avoir un petit regain de souffle et du coup d'être un peu plus léger au niveau... C'est là où c'est quand même aussi important de regarder la partie assurance, parce que si on a un accident, si on est en invalidité, il y a aussi tout un tas j'imagine, de choses qui sont prévues pour baisser, voire stopper. Même des fois, ou en tout cas de suspendre. Stopper l'assurance ? Non, de stopper les remboursements quand on est, par exemple, quand on a un accident et qu'on ne peut plus travailler. C'est ça. En fait, l'assurance peut prendre en charge. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'y penser dès le début. Quels sont les frais liés à un prêt immobilier qui, eux, sont fixes, vraiment qu'on ne peut pas négocier pour le coup ? Alors, pour un prêt immobilier, on va prendre l'exemple du prêt immobilier, selon si tu achètes par exemple une maison ou si tu achètes par exemple un appartement sur plan. Donc, on va avoir un achat dans l'ancien ou un achat dans le neuf, tu vas avoir déjà les frais de notaire.
Frais de notaire dans l'ancien, c'est environ 7 à 9%. Okay. Et par contre, dans le neuf, sur plan, tu vas avoir des frais de notaire qui peuvent être réduits. D'accord. 2-3%. D'accord. Ça, c'est un petit avantage, mais dans tous les cas, tu as obligatoirement des frais de notaire. Je ne savais pas que c'était modulable en fonction du type de bien que tu achètes. D'accord. Si. Okay. Après, quand tu fais un prêt, tu as forcément des frais de garantie. Tu as forcément une garantie qui est adossée. Ça correspond à quoi, en fait, les frais de garantie? Les frais de garantie, alors tout dépend de la garantie, parce que tu peux prendre, par exemple, une garantie réelle, type une hypothèque, par exemple. Tu vas avoir un certain montant de frais par rapport à cette garantie. Ou après, tu peux avoir un organisme qui se porte caution pour toi au niveau du prêt. Et là, le montant peut être peut-être un peu plus faible qu'une hypothèque qui peut coûter un peu plus cher. Donc ça, c'est les frais de garantie. Et puis après, pour toute la constitution du dossier, le suivi, le montage, l'analyse, pour rémunérer finalement la banque et tout le travail de la banque, tu as des frais de dossier. Ouais. Ça dépend des banques. Ça dépend des banques. Ça dépend vraiment de la banque, ça. Ouais, ça dépend des banques, ça dépend de leur politique de frais sur les frais de dossier. On peut peut-être se les faire offrir, non, tu crois pas? Ça dépend. Il faut quand même, comme on dit, tout travail mérite salaire. Donc oui, il y a peut-être une petite part de négociation possible, mais après, il faut quand même rémunérer ce travail-là. Après, sur un prêt immobilier, tu peux aussi avoir des frais de courtage. Si tu passes par un courtier, justement, pour avoir le meilleur taux. Voilà, ça, hein, le meilleur taux, les meilleures conditions, parce que dans un crédit, il n'y a pas que le taux à regarder. Tu parlais tout à l'heure de l'assurance emprunteur, ça aussi, il faut le regarder. Toutes les contreparties aussi qui sont demandées par la banque. Donc, des frais de courtage et tu peux aussi avoir des frais d'agence. Si tu passes par un agent immobilier pour te trouver le bien, ce qui est quand même beaucoup le cas. Falloir, maintenant, je pense que c'est de moins en moins de particulier à particulier. Si. Ça dépend. Ça dépend du projet, ça dépend de l'ampleur, mais tu peux en avoir aussi. Ouais. Ok, allez, on va passer à des cas concrets. Bon, je sais qu'en général, vous faites du sur-mesure, que ce n'est pas forcément facile de donner des avis comme ça sur des choses qu'on imagine. Mais bon, tu vas te prêter au jeu et puis on dira que ça ira plus loin si nécessaire. Alors, cas numéro 1, c'est un jeune en CDI qui dispose de 40 000, je veux dire 400 000, ce serait déjà énorme, 40 000 euros d'épargne et qui souhaite acheter un appartement en résidence principale de 150 000 euros. Il perçoit un salaire de 2 000 euros net. Quelle stratégie adopter? Moi, je me dis, hop, je prends l'épargne, pouf, je vais à la banque, je dis voilà, j'ai 40 000 euros, je vais acheter pour 150, est-ce que vous pouvez me donner 110? Et toi, je suis sûre que tu vas me dire non. Non, pas du tout. Au contraire, là, alors, comme tu l'as dit, il faut regarder dans sa globalité. Et là, il faut répondre du tac au tac. Bien sûr, il y a toute une analyse, mais là, simplement, il a un budget, donc il veut 150 000, tu m'as dit, au niveau de son appartement. Il a 40 000 euros d'épargne, il est en CDI. Il gagne 2 000 euros net par mois, donc c'est plutôt pas mal. 2 000, ok. Bon, là, globalement, sans être non plus incroyable en calcul mental, j'imagine qu'il peut avoir 600-700 euros de mensualité de crédit au maximum. Ça fait à peu près l'enveloppe de prêt à 150 000. Il faut toujours, si tu veux, la petite subtilité, là, les 150 000 le prix de l'appartement, les frais dont je te parlais juste avant, souvent la banque les demande en apport. Donc là, tu vois, si par exemple on prend un bien à 150 000, globalement, tu vas avoir à peu près, ça pèse à peu près 10-15% grand maximum. D'accord, ok. Donc 10%, ça fait à peu près 15 000. Donc il ne faut pas qu'ils mettent ces 40 000 en intégralité dans le projet. Il met les 10%. La banque, en général, elle est OK sur le fait d'autofinancer le bien, c'est-à-dire c'est rare, hein, mais c'est rare qu'elle surfinance. C'est-à-dire le bien coûte 150 000, elle va prêter 150 000, pas plus. Toi, tu apportes les frais, mais là, tu n'as pas besoin de mettre plus d'apport. Et au contraire, ce qui est bien, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il va garder aussi de l'épargne, et en l'occurrence, là, 25 000. Pour aussi peut-être d'autres projets. C'est là où est ton levier, le fameux levier du crédit. C'est là où tu utilises cet argument-là pour dire finalement on peut le mettre ailleurs et le faire fructifier. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est ça toute la richesse du levier du crédit. C'est-à-dire que plutôt que de vraiment tout mettre dans ce bien-là, il va pouvoir diversifier et il va pouvoir aussi peut-être financer, parce que là on a parlé de son objectif résidence principale, mais ça se trouve il est hyper jeune, il a plein d'idées. Il a peut-être envie d'un beau voyage. Peut-être envie d'un beau voyage, peut-être aussi envie de préparer sa retraite, on ne sait pas. Et donc oui, ça lui laisse de la souplesse aussi. Il garde une épargne résiduelle, mais il a aussi de la souplesse pour d'autres
d'autres projets pour Et il n'y a, financer. pas de risque que la banque aille regarder un peu et dire, mais attendez, vous avez 40 000 de côté, vous pourriez mettre 40 000 direct et moi je vous prête un peu moins. Non, ils font pas ça quand même, la banque? Non, et tu vois, si je pense à des anciens dossiers que j'ai eus quand j'étais à la banque, au contraire, c'est une donnée qu'on regarde. Quelle est l'épargne résiduelle que le client va garder après, post-projet? Et au contraire, c'est mieux. Parce que s'il se démunit complètement de son épargne, c'est là où c'est plus risqué. Parce que quand tu deviens propriétaire d'un bien immobilier, c'est pas fini. Derrière, oui, tu payes ta mensualité de crédit, mais il y a toujours des petites surprises. Donc, du coup, la banque, elle apprécie cette espèce de petit matelas de sécurité, quoi, quand même. Ouais. D'accord, donc c'est bien perçu. C'est pas mal perçu. Ok. Allez, on fait un cas numéro 2. Allez, donc là, on va dire un jeune papa de famille, divorcé, 35 ans, qui a hérité de ses grands-parents de 250 000 € net. Okay. Il veut acheter sa résidence principale cash, avec l'argent de l'héritage. Historique, quand même, il a un très mauvais souvenir de crédit dans sa famille, donc il a peur, hein, évidemment, de ça. Et donc l'objectif secondaire, au-delà d'acheter cash, évidemment, sa maison, c'est de mettre de côté pour les études de sa fille. Toi, qu'est-ce que tu lui dis? Combien il gagne, ce monsieur? On va dire qu'il gagne bien sa vie, qu'il gagne 3 200 € net. Ok. Bon, alors j'aurais plein de questions à lui poser, évidemment, mais alors quand il y a un héritage comme ça, il faut quand même faire attention parce que moi je demande souvent s'il y a une certaine valeur, s'il y a une valeur sentimentale ou si cet héritage il veut vraiment que ça serve à quelque chose précis en se disant par exemple c'est l'héritage de ma mamie, je veux vraiment que ça aille pour ma fille ou s'il n'y a pas de valeur sentimentale, c'est pas fléché et j'ai carte blanche et là du coup c'est très bien de vraiment définir tous les objectifs qu'il a. Donc si on résume, résidence principale, 250 000, il a comme budget? Il a 250 000, ouais, l'héritage c'est 250 000. Ok, il veut préparer les études de sa fille. Ouais. Ok, et tu m'as dit qu'il avait des petites craintes? Ouais. Donc typiquement là, je suis face à quelqu'un... Le crédit, il n'aime pas trop ça. Ouais, il n'aime pas trop ça, ok. Donc là, il faut que je sois très pédagogue et je lui montre tout l'intérêt du crédit pour lui. Il faut que je sois hyper rassurante et que je lui explique très simplement que ce serait une bêtise de mettre les 250 dans la maison en cash. Déjà, première chose, c'est hyper important de se dire, ok, grâce au crédit, donc il s'endette sur 250 000, et du coup, il va garder des liquidités. Donc, il a autre chose, au-delà de l'héritage, il a une autre épargne. Il a un petit matelas, il se fait un petit matelas, on va dire 40 000. Ok, donc il a 290 000 de liquidités en s'endettant, en ayant recours au crédit pour acheter sa résidence principale. Il devient propriétaire à hauteur de 250 000 et à côté, il garde des liquidités pour d'autres projets. On a parlé du projet. Et toi, tu fais l'emprunt carrément sur 250 000, tu fais la totalité. C'est-à-dire que tu ne reverses pas une petite partie de l'héritage quand même dans l'achat de la maison. Alors, c'est là où il faut 10%. Oui. Alors, de toute façon, il y aura les 10%, mais alors sans rentrer dans le détail, mais après, tout dépend des autres objectifs qu'il peut avoir. Mais oui, on va partir dans l'idée où il s'endette sur 100% au niveau du budget de la maison. Et au moins, ça, si tu veux, ça va permettre de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Déjà, ça, c'est super important. Je pense que tu as peut-être déjà dû entendre me parler de ça. Au moins, il va vraiment diversifier et il va avoir pas que de l'immobilier, il va aussi avoir d'autres solutions. Donc ça, déjà, le crédit, pour moi, ça c'est une bonne solution dans cette stratégie. Une deuxième chose aussi, je lui montrerai, mais très simplement, sans rentrer dans trop de détails chiffrés, on compare souvent en fait ce que peut coûter un crédit et ce que peut rapporter le placement des liquidités dans d'autres solutions. Là, je peux pas te dire quelle solution, enfin je veux dire, ça demande une analyse beaucoup plus poussée, mais là, tu vois, par exemple, en ce moment, les taux de crédit, c'est entre 3,5% sur 20-25 ans. Donc, il aurait à peu près ça. Donc, le crédit va lui coûter 3,5. S'il place pour d'autres objectifs, on va prendre l'exemple de sa fille qui a peut-être 3 ans. On va placer sur une solution à 15 ans parce que c'est pour financer ses études. À 15 ans, tu as un horizon de placement qui est très, très loin. Et donc, du coup, tu peux faire de belles choses quand même sur une solution financière. Et sans donner forcément de pourcentage, mais ça rapportera forcément plus par rapport au coût du crédit à 3%. Ça sera mieux qu'un livret A classique, forcément. Tu vas avoir des gains qui vont être plus importants. Exactement. Donc ça, tu vois, très simplement, sans rentrer dans trop de détails, on voit vraiment l'intérêt du levier du crédit.
plutôt que de rien faire. Et enfin, je dirais que le troisième avantage de recourir au crédit dans cette stratégie pour ce monsieur, finalement, il va se créer beaucoup plus de patrimoine. Plutôt que d'investir les 250. Comme je te disais tout à l'heure, il lève du crédit pour 250 000 et il va placer peut-être 250 et 40, 290. Donc au total, en fait, ça va lui faire augmenter encore plus son patrimoine total parce qu'il va avoir 250, 290, 540 de patrimoine au total, alors que sinon, il aurait investi cash dans sa maison 250 et il a 40 000, donc il aurait eu un patrimoine de 290. Donc tu fais presque un x2. Et c'est là en fait toute la richesse du levier du crédit. Et encore plus pour le rassurer, le fait d'avoir recours au crédit, comme on en a parlé, il y a une assurance emprunteur. Donc en termes de transmission, il a l'objectif de préparer les études de sa fille. Donc j'imagine, mais il faudrait encore plus creuser, mais j'imagine qu'il veut protéger sa fille. Donc il y a un aspect de protection de la famille, de transmission, qui est beaucoup plus fort quand il a recours au crédit, plutôt que finalement d'avoir investi en cash dans cette maison. Et il transmet aussi, s'il lui arrive quelque chose demain, il transmet aussi beaucoup plus à sa fille. Et puis après, je lui donnerai tous les éléments aussi de modulation possible, de lui dire qu'il peut potentiellement rembourser par anticipation si finalement il ne place pas tout, les 290 qui restent. Il peut très bien faire un remboursement anticipé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça rentre aussi dans les modulations possibles. Donc, tu veux dire un remboursement anticipé du crédit. Du crédit. Ouais. Tu peux, par exemple, injecter, si tu veux, par exemple, baisser ta mensualité, tu peux... Pour te donner un petit peu plus de souffle. Exactement. Et être moins, en effet, parfois pris à la gorge pour certaines situations. Donc, voilà, je pense que ça peut être une bonne... Enfin, en tout cas, moi, si j'avais ce cas face à moi, je pense que je lui présenterais comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, parce qu'en effet, ce sont des cas, j'allais dire fictifs, mais que tu rencontres toi tous les jours, mais tu aurais besoin sans doute de plus de précision. Donc, en tout cas, merci. C'est quand même assez éclairant pour nous de voir ce qu'il est possible de faire. Alors, justement, autre petit jeu, crédit ou pas crédit. Bon, la première, je pense que tout le monde a compris. Acheter sa résidence principale, crédit ou pas crédit? Crédit. Changer de voiture tous les 3 ans, crédit ou pas crédit? Moi, je dirais pas crédit, mais ça, c'est plus mon avis perso. Après, pour les personnes qui aiment le confort, les nouvelles voitures, elles vont te dire crédit. Mais moi, je suis plus pas crédit. En fait, je suis plus crédit pour des projets, la pierre, etc. Et pour tout ce qui est plus projet de vie ou vraiment matériel, je me dis que si on peut se le payer, si on peut se le permettre, on se le... Autant, se garder peut-être cette possibilité d'un crédit pour autre chose. C'est ça. C'est ça, ne pas se griller une cartouche. Investir dans un petit studio pour de la location. Crédit. Faire un crédit pour partir en vacances. On me regarde comme ça parce que toi, tu ferais un crédit? Non. Non, moi je dirais pas crédit. Non. Non, c'est pareil. C'est comme pour la voiture. Pour moi, si tu peux pas te le permettre. C'est ça. Moi, j'étais élevée comme ça. Si tu peux pas te le permettre, tu le pareil. Voilà. Donc plutôt pas crédit. Emprunter pour créer son entreprise. Crédit. On le fait. Ça, c'est du long terme. Ouais, c'est du long terme. L'entreprise, elle va se valoriser et donc là, le levier du crédit prend tout son sens. Alors, petite question bonus. Si tu pouvais emprunter 100 000 € aujourd'hui, tu ferais quoi avec? J'ai un petit projet sous le pied. Sous le pied, là, ouais. Ça va pas tarder. Moi, j'achèterais à crédit, du coup, c'est le thème, ça tombe bien, de la SCPI. J'ai découvert ça à la banque, mais j'ai encore plus poussé sur ce type de solution qui existe depuis Rapidement, on explique ce que c'est. La SCPI, en fait, si tu veux, c'est comme de la pierre, sauf que c'est de la pierre papier. Donc, c'est-à-dire que tu achètes des parts dans une société qui a pour expertise un petit bout. Voilà. Cette société a vraiment l'expertise d'acheter de l'immobilier, d'avoir cette stratégie de trouver les locataires, etc. Et ensuite, elle te reverse les loyers au prorata du nombre de parts que tu auras acheté. Et en fait, clairement, la SCPI, c'est le maître mot, c'est la tranquillité de gestion. Tu t'occupes de rien. Souvent, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui peuvent nous dire j'ai de l'immobilier là, j'ai un appartement là. C'est pénible, le locataire m'appelle, il faut changer la chaudière. Alors que là, au moins, tu t'occupes de rien, t'achètes et tu encaisses. D'ailleurs, je précise qu'on a fait un podcast spécialement sur les SCPI. Donc, si ça intéresse ceux qui nous écoutent, on a ça aussi en boîte. Donc, allez-y, c'est le moment. Est-ce qu'il y a une erreur financière que tu as faite et qui t'a appris quelque chose?
Ça peut être à titre perso aussi, pas forcément avec tes clients. Est-ce que tu penses à quelque chose? Alors, pas forcément lié au crédit. Je sors un peu du thème du crédit, mais j'ai découvert, grâce à l'application Filiance qu'on utilise au quotidien justement pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de vie, on a un petit module de pédagogie budgétaire. Et ce petit module de pédagogie, moi, m'a changé un petit peu ma façon de voir la gestion de budget. En fait, c'est la fameuse règle des 50-30-20. Je ne sais pas si tu en as jamais entendu parler. Non. Très concrètement, tu dois... Alors, c'est une cible, c'est une règle vers laquelle il faut tendre. Bien sûr, après, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais si on peut essayer de suivre un petit peu cette cible, en fait, très simplement, tu essayes de consacrer 50% de tes revenus à tout ce qui est dépenses obligatoires, donc se loger, se nourrir, se vêtir, payer ses factures, payer ses crédits, ses impôts. 30% de tes revenus pour tout ce qui est dépenses pas obligatoires, mais c'est quand même important, tout ce qui est loisirs, faire du sport, aller au cinéma, les vacances, aller partir en vacances, aller au restaurant, gâter ses proches, etc. Et le reste, donc les fameux 20%, investir sur soi. Investir, épargner tous les mois, investir dans des solutions, bien sûr, tout en définissant son objectif à la base. Oui, objectif. Mais si j'avais découvert cette règle bien plus tôt, je pense que j'aurais pu m'enrichir aussi beaucoup plus tôt et du coup plus rapidement ensuite. D'accord. Donc je dirais que c'est finalement ça, la petite, c'est pas une erreur, mais j'aurais aimé connaître cette règle beaucoup plus tôt. Avant pour encore mieux gérer. Donc 50, 30, 20, c'est facile à retenir. Oui, c'est facile à retenir. Je dirais même qu'il faudrait l'inverser. Finalement, il faudrait se payer soi d'abord. Quand tu reçois ton salaire, paye-toi tes 20%, investis sur tes objectifs, épargne, investissement, et après les 80%, tu les dispatches. Et là, tu as une gestion de budget qui est aux petits oignons. Comment tu gères la peur du risque quand même, que ce soit pour toi ou pour tes clients? Parce que ça, c'est quand même un aspect important, et notamment sur la question du crédit. Ouais, c'est vrai. Alors, la peur du risque, perso, pro... Bon, les deux. Les deux. Ouais, peut-être curieuse. Est-ce que tu as un profil risqué, toi, déjà? Alors, en fait, dans la vie, je suis quelqu'un d'hyper anxieuse, hyper angoissée, donc normalement, je devrais avoir un profil plutôt prudent. Mais comme je suis dans le domaine, en fait, sur mes investissements, j'ai plutôt un profil qu'on dit d'averti et j'ai mes portefeuilles sur un profil plutôt dynamique. Après, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut respecter deux règles fondamentales et c'est comme ça que j'explique un petit peu la gestion du risque à mes clients aussi. C'est très simple, on en a parlé tout à l'heure, c'est déjà tu diversifies, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier et ensuite tu sécurises plus ou moins ton capital. C'est-à-dire qu'au premier rendez-vous, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je vais définir ses objectifs avec lui. S'il me dit « Ok, j'ai un objectif à 2026, je me marie dans 6 mois, j'ai besoin de garder 20 000 €. » Bah là, moi, je ne suis pas magicienne, je ne peux pas faire des miracles. Donc, du coup, on va sécuriser cette partie-là de son capital. C'est le petit matelas de sécurité. Et on va garder ça sur le matelas de sécurité ou en plus, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre à risque ces 20 000 €. Ils en ont besoin tout de suite. Par contre, quand l'objectif il est à 15 ans, par exemple, ou pour la retraite, là, tu vas pouvoir te permettre de moins sécuriser le capital et peut-être de le mettre un peu plus à risque, mais je mets vraiment des guillemets. Il faut que tu acceptes les fluctuations du marché, j'ai envie de dire. Il faut que tu acceptes que ça monte, que ça descende, que ça monte, que ça descende, parce que de toute façon, à la fin, ça doit s'équilibrer. Ça s'équilibre et puis en fait, comme on a un long terme devant soi, on a beaucoup d'années, les marchés financiers, oui, comme tu le dis et comme tu le montres, c'est assez volatile, mais finalement, c'est cyclique. Donc du coup, on sait que si on a minimum 10-15 ans, en fait, on peut quand même faire plus de choses, du moins avoir une meilleure performance sur son investissement que si on avait 6 mois ou 1 an. Donc en fait, la gestion du risque, dès que tu as compris ça, après, ça déroule et c'est plutôt clair. On arrive au terme de cette émission. Si les gens qui nous ont regardés devaient retenir qu'une seule chose de cette question du crédit comme levier, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que tu leur dirais? Et finalement que c'est un levier qui est très puissant. Si tu veux, on peut finir avec cette petite image. J'explique avec cette analogie de l'arbre dans ton jardin.
tu as un joli pommier finalement dans ton jardin, et puis tu arrives avec ton petit panier qui est ton patrimoine que tu veux te constituer. Tu vas cueillir finalement les pommes, mais qui sont uniquement à la portée de ta main, et tu vas pas pouvoir accéder aux pommes qui sont peut-être un peu plus haut dans l'arbre. Donc du coup, tu vas pouvoir constituer une partie de ton panier. Sauf que ce jour-là, la chance que tu as, c'est que tu as le jardinier qui arrive, et lui, il arrive avec justement une échelle, et il va te prêter ton échelle. Et c'est justement le prêt de la banque. Et avec cette échelle, c'est vraiment un mécanisme, un outil qui va te permettre d'atteindre toutes les pommes du pommier pour vraiment constituer l'intégralité de ton panier. Finalement, ça, c'est une jolie image très simple, très claire, qui permet, je pense, de comprendre très facilement le levier du crédit. Eh ben, on termine sur cette image du pommier. C'est très beau, c'était très poétique, justement. Merci beaucoup, Mathilde. On espère que vous avez appris plein de choses, plein de tips avec Mathilde Perrier. On espère surtout vous avoir convaincu de ne pas avoir peur du crédit. En attendant, n'hésitez pas à continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast. Vous nous suivez, vous likez, vous vous abonnez pour ne rien perdre, évidemment, des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à bientôt.